Bonjour. Je voudrais d'abord préciser que je n'étais pas seule pour organiser ce symposium. Nous étions trois, Fabien Emprin et Hussein Sabra. Donc, nous y avons travaillé depuis quelques mois, tous les trois. Notre projet était de réfléchir à la façon dont on utilise le numérique pour collaborer. Et d'ailleurs, avec André Tricot, on a également essayé de réfléchir ensemble, en fait. Et on voit bien, André a questionné ce problème de la capacité à coopérer. Et donc, on va essayer ici de vous proposer un ensemble de réflexions pour répondre à la question, est-ce que le numérique peut justement permettre d'utiliser cette capacité de coopération que tu as définie, et dans quelle mesure est-ce qu'il facilite les apprentissages collaboratifs? Donc, je vais très rapidement présenter le contexte et les questions qui peuvent être soulevées, et puis mes collègues ensuite expliqueront en quoi cette réflexion sur la collaboration et le numérique peut être traduite dans le domaine de la didactique, des disciplines, et en particulier de la didactique des mathématiques. Et puis ensuite, je vous présenterai l'ensemble des intervenants. Alors, pour commencer, pourquoi parler de collaboration et de numérique? Le numérique, évidemment, c'est une injonction institutionnelle qui est forte pour nous qui sommes dans les SP. J'ai oublié de le préciser, mais je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'ESP d'Aquitaine. Dans le référentiel de 2013, le numérique est extrêmement présent, et en particulier le numérique dans sa version collaborative, puisqu'il est dit dans les compétences communes que nous devons intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice du métier d'enseignant et développer les apprentissages collaboratifs. Donc, c'est une injonction institutionnelle pour nous, que l'on retrouve également dans différents rapports officiels, comme le rapport Jules Ferry 3.0 de 2014, qui mentionne à de multiples reprises l'importance du travail collaboratif et recommande par exemple d'organiser l'apprentissage de la littératie numérique de façon à garantir l'égalité de tous les élèves, à valoriser les modes de collaboration entre élèves qui œuvrent dans ce sens. Alors, le numérique repose a priori sur le travail collaboratif, d'abord à travers des technologies et un mode de pensée. Alors, l'histoire même du web est une histoire collective et collaborative, on le sait tous. Les fondateurs d'ARPANET, au départ, autour de 1968, partaient du constat que certaines communautés de partage d'intérêts n'avaient pas les moyens justement de collaborer. Donc le réseau s'est développé à partir de là pour ensuite s'ouvrir aux communautés universitaires et leur permettre de communiquer. Beaucoup d'outils du numérique, le mail, les forums, les wikis, donc vraiment le début du numérique repose sur ce besoin de collaborer. Également, à travers le numérique, petit à petit, s'installe un mode de pensée qu'on peut appeler computationnel et qui est très souvent associé à une dimension à la fois collaborative et créative. On retrouve cette dimension dans la notion de culture numérique. La culture numérique, c'est ce qui permet de mettre en place des projets ensemble. Et des exemples de projets collaboratifs, c'est Zooniverse, par exemple, en sciences, ou la Paillasse à Paris, que je ne connaissais pas, mais c'est un lieu dans lequel des scientifiques peuvent venir collaborer de façon ouverte. Un laboratoire de recherche ouverte à travers des projets collaboratifs. Un autre exemple d'outils collaboratifs, c'est OpenStreetMap. Donc, à travers tous ces outils-là, finalement, se met en place une culture qui est véritablement collaborative et qui joue à la fois sur ce qui nous est donné de façon institutionnelle, mais également nos pratiques numériques non formelles en dehors de l'école. Alors, à partir de ce contexte, on vous propose dans ce symposium à travers 3 moments de questionner 3 champs principaux. Alors, après cette présentation, on va entendre trois chercheurs qui vont nous présenter finalement un point de vue particulier
très différents, mais chacun interroge la question de la collaboration du numérique et le numérique. Donc Maha, qui est didacticienne des mathématiques, professeure en didactique des mathématiques. Ensuite Anne, qui est enseignante-chercheur en sciences de l'information et de la communication à Rouen, et Clément Dussarps, qui est également enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à Bordeaux. Donc chacun va vous proposer une réflexion sur, je leur ai demandé de travailler sur cette dimension de collaboration et numérique. Chacun va nous proposer sa réflexion. Et puis, à la fin, on réfléchira ensemble grâce à Carole et Benoît Ducange, qui est là-bas pour l'instant et qui va nous rejoindre. D'accord, qui nous rejoindra. Brigitte Réa, qui était prévue dans ce symposium, n'a pas pu venir et nous demande de l'excuser. Elle avait des évaluations à faire à l'ESP. Les 3 champs de questionnement, vous les voyez, c'est d'une part l'étude des processus de conception de ressources numériques pour l'enseignement. Dans quelle mesure est-ce que à la fois on conçoit de façon collaborative et on conçoit des outils qui sont faits pour collaborer. Dans un deuxième temps, l'analyse des usages de ces ressources numériques et des dispositifs d'enseignement et de formation. Dans quelle mesure est-ce qu'ils impliquent des relations de coopération et de collaboration? Et enfin, une analyse des effets des usages numériques collaboratifs sur les apprentissages. C'est sans doute la dimension qui est la plus difficile. Essayer d'évaluer ce qui se fait. Donc, je vous propose d'entendre mes collègues pour la question de la didactique des mathématiques. En didactique des mathématiques, ces 3 champs de questionnement sont étudiés, mais par une entrée disciplinaire, c'est-à-dire une entrée en fonction du savoir en jeu étudié. Donc on peut distinguer des travaux en didactique qui portent sur l'analyse des processus de conception de ressources. On parle des processus individuels collectifs dans le cadre des ingénieries didactiques, c'est-à-dire collaboration enseignant-chercheur, ou bien dans le cadre d'études des processus plus ou moins ordinaires par une simple initiative d'un ensemble d'enseignants, comme c'est le cas par exemple de l'association Césamat. Donc l'ensemble de ces questionnements aussi ont suscité des avancées théoriques et méthodologiques dans les recherches en didactique pour étudier toutes les conditions d'usage de ces ressources par les enseignants comme par les élèves. Donc des exemples de ces avancées théoriques, c'est l'approche documentaire du didactique qui a émergé de ces questionnements et qui figure dans le paysage des recherches en didactique des mathématiques depuis une dizaine d'années. Donc, dans cette approche théorique, on étudie principalement les différents processus d'interaction entre un enseignant et un ensemble de ressources là. Donc, c'est une approche qui est un prolongement de l'approche instrumentale qui aussi, à son tour, est largement utilisée dans les recherches en didactique des mathématiques. Donc, pour dire très simple, très rapidement, dans cette approche, pour une classe de situation qui correspond à un objectif d'enseignement des mathématiques, d'enseigner un but, d'enseigner une notion, un concept, un enseignant, il est censé articuler un ensemble de ressources au cours de processus d'instrumentation, d'instrumentalisation. Donc l'ensemble, les ressources combinées plus schème d'utilisation donnent objet à ce qu'on appelle un document. Donc pourquoi on insiste sur l'idée de ressources recombinées? Parce que avec l'évolution du numérique, les enseignants, quand ils utilisent une ressource, ils n'utilisent pas une seule ressource, donc ils organisent ces ressources en système, matériel, version papier, utilisation d'un logiciel, utilisation d'une calculatrice, d'une plateforme, etc. Donc, c'est pour cela il y a un enjeu d'articulation d'une façon plus ou moins cohérente pour favoriser les apprentissages et atteindre le but déjà prédéterminé par l'enseignant. Je veux donner 2 exemples de recherche dans lesquels on mobilise ce cadre d'approche, mais je vous dis, quand on utilise l'approche documentaire en didactique des mathématiques et pour étudier des processus individuels et collectifs, on est souvent amené à les articuler avec d'autres cadres théoriques
qui existent aussi. Par exemple, pour l'étude de conception collective, dans le cadre d'une étude que nous avons menée avec des collègues à Rennes et à l'ENS de Lyon, sur les processus de conception collective d'un manuel numérique, dans le cadre de l'association Césamat, on a été amené à articuler l'approche documentaire avec la théorie d'activité d'Engelström parce qu'il y a toutes les dimensions qui sont liées à l'organisation, le fonctionnement du collectif qui joue un rôle déterminant dans ces processus. Et de cette étude, on peut montrer que on a pu déterminer des aspects qui sont liés à la spécificité de la structure des manuels numériques. Que les manuels numériques qu'on peut construire, ils sont de trois types. Il y a des manuels, on distingue, c'est pas, quand on parle des manuels numériques, ce sont pas les manuels numérisés, donc c'est pas la même chose. Manuel numérique, il y a les manuels numériques dynamiques, évolutifs et interactifs. Et chaque manuel numérique a des propres caractéristiques. Mais dans le cas des manuels numériques évolutifs, ça veut dire le manuel numérique qu'un enseignant peut adapter, modifier, ajuster en fonction de ses propres besoins qui ont été conçus. Dans le cadre de conception de ce type de manuel, on a montré que dans le travail collectif, s'il y a des enseignants qui ont un rapport différent et divers aux mathématiques et à leur enseignement, on peut arriver à un manuel numérique qui est facilement diffusable et utilisable par des enseignants qui ont des sensibilités et des affinités disciplinaires différentes. Deuxième type, mais si on parle de ça dans le type de concept, du côté du concepteur, dans le processus de conception de ces ressources numériques par des enseignants des mathématiques, du point de vue didactique, il y a la question qui se pose, la question de comment on peut favoriser l'apprentissage, comment on a organisé les contenus dans ces manuels-là, parce que ça c'est une question très importante, parce que c'est ça ce qui peut déterminer les apprentissages. C'est pour cela, pour l'analyse des contenus des ressources dans ces manuels numériques, on a été amené à développer un concept de type, par exemple, le concept de connectivité. Et quand on parle de connectivité, on distingue deux niveaux. Le niveau macro, ça veut dire à quel degré un utilisateur d'un manuel numérique il est en relation avec des utilisateurs, à quel degré il y a une interaction entre concepteur et utilisateur, à quel degré on donne accès à des ressources externes ou bien on permet l'accès à des ressources externes. Et il y a le niveau micro, et le niveau micro qui porte sur la spécificité, c'est-à-dire comment sont organisés les contenus mathématiques à l'intérieur de manuels. Quand on parle des contenus mathématiques, on parle des représentations, des objets, des méthodes, etc. Ce qui est intéressant, c'est que aussi, il paraît dans le cadre de cette étude que les moments, l'évolution, quand on parle de l'évolution du collectif, du groupe de concepteurs, c'est le moment, les évolutions qui sont favorisées par des tensions didactiques, qui sont liées à des affinités disciplinaires différentes. Donc, au moment où il y a des transformations dans le collectif, dans le groupe, que ce soit dans les rôles ou bien l'implication des nouveaux membres avec une nouvelle vision sur les mathématiques et leur enseignement, on voit qu'il y a une augmentation dans la connectivité, ça veut dire la mise en relation des concepts et des objets au niveau micro. Si vous voulez, au moment de discussion, on peut parler plus en détail sur les aspects qui vous ont intéressé. Maintenant, je passe la parole à mon collègue pour présenter d'autres types de questionnements. Alors effectivement, je me suis posé la question de ce que pouvaient apporter les recherches en didactique sur les usages du numérique. Alors, j'ai fait un panorama qui n'a aucune vocation à se vouloir exhaustif, donc plutôt des situations qui m'ont semblé, ou des recherches qui m'ont semblé emblématiques de ce que les mathématiques de ce que la didactique des mathématiques a essayé de traiter à propos du numérique. Et j'ai essayé de les regarder à trois niveaux, puisque les didactiques s'intéressent au niveau des processus d'apprentissage, au niveau des pratiques des enseignants et au niveau des pratiques de formation. Alors, tout d'abord, il y a eu des travaux, alors je dis tout d'abord parce qu'ils sont relativement anciens, il y a plus de 30 ans, sur ce qu'on a appelé les logiciels de géométrie dynamique. Et ces logiciels, ils apportent une forme de révolution dans la pratique de la géométrie, parce qu'ils apportent dans la classe un nouveau statut de dessin. C'est-à-dire qu'un dessin qui est réalisé dans un logiciel de géométrie dynamique, il embarque les propriétés que l'élève lui a données au moment de la construction. Ce qui veut dire que, contrairement à un travail en papier-crayon, où l'élève peut tout à fait réaliser un très joli carré
sans utiliser aucune des propriétés du carré, s'il réalise ce même carré dans un logiciel de géométrie dynamique, cette figure ne sera pas ce qu'on appelle résistante. C'est-à-dire que quand on dit à un élève « tu vas travailler en géométrie dynamique », il faut lui donner un nouveau système de contraintes et lui dire « tu dois communiquer au logiciel l'ensemble des propriétés que tu veux qu'il donne à la figure, pour que quand je déplace la figure, on prend un point et que je le déplace, eh bien cette figure, elle reste telle que tu voulais qu'elle soit, c'est-à-dire qu'un carré reste carré, que les médiatrices restent médiatrices. » Et du coup, on introduit quelque chose qui n'existait pas. Alors, en papier-crayon, on a un dessin qui est réalisé, qui peut être réalisé avec de l'habileté sans embarquer de propriété, et on modifie comme ça le rapport à la figure. On a une rétroaction du milieu, et on modifie aussi le statut de la conjecture, puisque grâce à ces outils-là, on va pouvoir se convaincre, par exemple, que les médiatrices du triangle sont toujours concurrentes, parce que à chaque fois que je vais bouger, bien, le point de concours va rester, elles vont rester toujours concurrentes. Alors, ce qui veut dire que ce type d'outil, alors puisqu'on parle de coopération, eh bien, il va, alors qu'on a besoin de convaincre, alors qu'on a besoin de débattre sur la validité du dessin, alors qu'on a besoin des dessins des autres, eh bien là, on a un système de rétroaction qui va renvoyer à l'élève la validité ou non de sa figure. L'autre outil qui a été beaucoup étudié en didactique des mathématiques, ce sont les calculatrices algébriques symboliques. Donc ce sont des calculatrices qui vont non plus faire comme celles que vous avez usuellement, c'est-à-dire le résultat d'une opération, elles vont complètement calculer, travailler avec les expressions algébriques. Si je résume, vous excuserez ceux qui sont mathématiciens dans la salle, ils vont garder les lettres. Voilà. C'est-à-dire qu'elles vont travailler avec les lettres et elles vont donc continuer à travailler avec des expressions sans jamais faire le calcul, sauf quand on leur demandera. Alors là encore, on va modifier le statut du travail mathématique, puisque ces calculatrices vont faire ce qu'on exigeait auparavant de l'élève, c'est-à-dire développer, réduire, faire des intégrales, calculer des intégrales. Là où avant l'élève faisait le calcul à la main, travaillait sur les expressions algébriques et puis pouvait vérifier sur 1 point, 10 points, 20 points pour se convaincre qu'il avait réussi, là la calculatrice, elle travaille directement sur les expressions algébriques. Alors, un autre outil, c'est par exemple l'usage de simulateurs en formation. Donc là, je vais vous montrer un outil qui s'appelle Omayo. C'est un simulateur de maison virtuelle. Et donc, grâce à ces outils-là, on va pouvoir, cette fois, demander aux élèves de résoudre un problème complexe. Donc, on se promène dans la maison, on modifie le chauffage, la température, les ouvrants, et en direct, on va pouvoir regarder la consommation électrique, la température de la maison, etc. Donc, on a un simulateur en temps réel ou en temps accéléré d'une maison. Donc, on peut travailler comme si on travaillait dans une vraie maison. Là, on teste, on change la température, on ouvre les portes. Bon, il n'y a pas de fenêtre ici, mais on pourrait ouvrir les fenêtres et vérifier quels sont les comportements de la maison. Donc, comment faire pour avoir le plus chaud, moins chaud, etc. Et ça va permettre donc d'embarquer les élèves dans une résolution de problèmes collaborative qui sera ancrée sur une forme de réalité virtuelle. Et là, on va proposer aux élèves de travailler sur de la collaboration et les outils mathématiques, un peu comme tout à l'heure sur le problème des voitures où il faut se mettre à plusieurs pour essayer de résoudre le problème. Et bien là, on va essayer de se mettre à plusieurs aussi pour résoudre des problèmes qui sont des problèmes d'économie d'énergie, de chauffage, etc. Alors, un point qui m'a semblé intéressant de relever aussi pour la question des apprentissages, c'est qu'on a vu arriver l'apprentissage du code et de la robotique. Alors, en tant que prof de maths, alors, on a vu arriver ça dans les programmes de primaire, par exemple au niveau de la géométrie, et puis en partie aussi au collège. Et alors, ça pose une problématique intéressante, parce qu'en fait, il faut se poser la question d'abord, est-ce que ça relève des mathématiques? Mais on va pouvoir le voir à différents niveaux, c'est-à-dire que ce soit Scratch ou la robotique, voilà, vous avez des Timio, Ozobot, etc., on peut les voir à deux niveaux. On peut les voir en tant que prof de maths et on se dit qu'on va s'en servir comme des outils pour travailler le repérage dans l'espace, effectivement, un peu de géométrie. On peut penser aux travaux de Seymour Papert sur le logo, par exemple, qui date des années 70-80. Donc là, on peut penser mathématiques. Mais aussi, on peut penser cet outil-là comme un moyen de faire travailler les élèves ensemble autour d'une problématique plus générale, et puis aborder un champ qui est plus au-delà des mathématiques, par exemple la robotique. Ce que c'est qu'un capteur, un actionneur, comment on donne un ordre, comment on fait une commande.
comment on s'assure que le robot il fait bien ce qui est prévu qu'il fasse. Donc, ça, c'était pour le côté un peu apprentissage. Du côté des pratiques enseignantes, on a aussi une tradition en didactique des mathématiques de travaux qui vont analyser les pratiques des enseignants avec les usages du numérique. Donc, je vous ai cité quelques cadres qui sont utilisés et quelques travaux qui ont été produits. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde en général sous l'angle des développements des usages et des freins aux usages. On regarde aussi, on introduit une nouveauté dans un système, par exemple le tableau numérique interactif, et on essaye de regarder ce que ce tableau numérique interactif introduit comme modification. On va penser par exemple aussi au BIOD, Bring Your Own Device, donc le fait qu'on utilise les outils personnels des élèves pour pouvoir, on va les utiliser dans le cadre des cours par exemple. Donc ça c'est une nouvelle façon, c'est un nouvel outil, et on va regarder le potentiel de transformation de cet outil et qu'est-ce qu'il change des pratiques et du rapport au savoir. Et enfin, on a aussi l'analyse des pratiques de formation. Alors là, c'est un cas qui m'intéresse particulièrement et qui est un cas complexe, puisque quand on commence à analyser les pratiques de formation, il faut avoir des connaissances sur les pratiques des enseignants, sur les apprentissages des élèves, et en fin de compte, on a un système de poupée-gigogne. Et quand on regarde des enseignants en formation, il faut pouvoir être capable de comprendre leurs pratiques, de comprendre comment elles se transforment, de comprendre aussi les pratiques du formateur, qui est lui-même un enseignant dans une classe en quelque sorte, hein, avec des élèves qui sont les stagiaires. On peut les voir sous cet angle-là. Alors, dans ces pratiques, on a les pratiques, par exemple, d'enseignement à distance, qui vont nous intéresser. On va avoir les pratiques du type portfolio. Donc là, je vous ai mis un exemple de Moodle. On va avoir Moodle avec la surcouche Mahara qui permet de faire un portfolio. On va avoir aussi les simulateurs, et ça c'est le champ qu'on travaille avec Hussein Sabra, donc simulateur informatique de classe. Et ici, simulateur d'entretien professionnel, d'analyse de pratique. Donc là, on développe ces outils-là avec comme hypothèse que, c'est une phrase que j'emprunte à Hussein, quand on a inventé le cinéma, on n'a pas filmé le théâtre. Et donc, on s'est dit qu'il fallait modifier complètement les approches et ne pas essayer de reproduire les pratiques de présentiel avec le numérique. Voilà, donc ça, ce sont les différents outils les différentes recherches qui nous ont semblé emblématiques par rapport à la didactique des mathématiques et qui permettent de contribuer au débat d'aujourd'hui. Alors, pour poursuivre, évidemment, la didactique des disciplines, c'est essentiel dans les aspects, mais il y a aussi des disciplines qui ne sont pas centrées sur les disciplines scolaires uniquement. Et je pense à la psychologie cognitive, que représente André aujourd'hui, mais aussi aux sciences de l'information et de la communication, aux sciences de l'éducation, et également à l'informatique, puisque les recherches en informatique peuvent aussi être appelées à contribuer à la recherche en éducation. Alors, je voulais souligner dans cette troisième partie que dans ces questions de numérique et collaboration, il y a des enjeux politiques importants à plusieurs points de vue. Du point de vue de la construction des ressources, d'outils, on vient de voir quelques exemples de ressources et d'outils et de moyens d'accès à la connaissance. Dans quelle mesure est-ce que cette construction peut être collaborative ? Et là, je vous ai surtout posé des questions, moi aussi. Dans quelle mesure est-ce qu'on ne doit pas se situer dans une logique de commun de la connaissance, comme nous proposait de le faire Louise Merzeau ou nous propose encore de le faire Hervé Lecronier ? Une logique qui suppose que l'école est incluse plutôt dans une dynamique de partage et qu'elle ne réfléchit pas seulement à l'accès à des ressources, mais aussi à la collaboration pour construire ces ressources et à l'utilisation de ces ressources dans une dynamique qui est plutôt de projet, une dynamique collaborative, comme nous invitait à le faire Jian Dewey, par exemple. Alors, un exemple, c'est ce qu'on peut faire autour des données, et nous avons travaillé à l'ESPE d'Aquitaine sur les données ouvertes. Dans quelle mesure est-ce que faire travailler les élèves à construire des connaissances à partir de données ouvertes, ça les incite à prendre conscience des dimensions politiques des données, mais aussi à construire des programmes informatiques et à les partager sur des plateformes, comme on le voit d'ailleurs dans les projets de robotique, puisqu'ils sont aussi, ils visent aussi à partager complètement les données sur des plateformes. Donc, on apprend aussi la collaboration dans ces projets.
Un autre exemple, c'est le fait de rebondir sur les pratiques sociales des élèves. Vous savez que les élèves collaborent en tant que formateurs. On sait tous qu'ils ont par exemple des comptes Facebook ou des groupes Facebook dans lesquels ils collaborent à côté de ce qu'on peut leur offrir, comme les ENT qu'on vient de voir ou les portfolios. Donc dans ce groupe Facebook, ils ont des pratiques collaboratives. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut rebondir sur ces pratiques-là? Évidemment, dans les politiques éducatives, on propose des outils qui sont collaboratifs. Les MOOC ou Magister sont des outils collaboratifs. Mais cependant, il y a quand même des logiques paradoxales qui traversent les politiques éducatives, et je pense en particulier à la privatisation des ressources qui grandit aujourd'hui quand on donne, par exemple, quand on fait un contrat avec Microsoft ou quand on travaille autour des entreprises EdTech qui sont intéressantes, qui sont innovantes, mais qui quand même travaillent dans une logique de privatisation. Et d'autre part, il me semble que on a tendance, on a du mal à travailler ensemble dans les SP en particulier. On a du mal à travailler entre disciplines. Donc là, c'est vraiment une question qui est à travailler. Alors pourtant, bien sûr, cette dimension collaborative est essentielle. C'est ce que nous dit Milad Doueli, par exemple, quand il prône un humanisme numérique. Et on a vu ce matin à quel point il était important de réfléchir à l'autre, à l'inclusion, au travail ensemble. Alors, quels enjeux pour tout cela, quels enjeux pédagogiques? Il me semble que quelques enjeux très importants aujourd'hui, c'est de réfléchir aux espaces. Dans quelle mesure est-ce que les espaces que nous offrons à nos étudiants, à nos enseignants stagiaires et ensuite aux élèves, dans quelle mesure est-ce que les salles de cours ne doivent pas être repensées pour travailler en collaboration et avec des outils numériques? C'est ce qu'on essaye de faire dans plusieurs aspects. Dans quelle mesure est-ce que certains outils comme les vidéoprojecteurs interactifs, etc., permettent ou pas? Je ne suis pas sûre que ça permette vraiment un travail collaboratif, mais on peut poser la question. Repenser également les temporalités. Comment repenser les temporalités des apprentissages pour permettre des apprentissages collaboratifs? Des travaux comme ceux de Didier Paclin, par exemple, ont essayé de fouiller cette question. Dans quelle mesure également est-ce qu'il ne faut pas laisser le temps, notamment à nos étudiants, le temps des projets, le temps des parcours? Une question également de positionnement des acteurs. Comment repenser les relations entre élèves et enseignants, entre élèves, enseignants et avec les parents, avec quels outils, dans quelle mesure est-ce que ces outils sont véritablement des outils de collaboration, et comment mettre en place des formes d'affiliation entre tous ces acteurs. Et puis, dernier point qui me semble très important, c'est les enjeux culturels. Quelle culture construire à l'école? Quelle littératie? Comment travailler sur les apprentissages collaboratifs à travers des formes d'écriture, par exemple, et de publication. En gros, comment développer une culture numérique qui soit collaborative? Ce sont des questions qui ont été travaillées par des auteurs comme Vincent Liquette, par exemple. Pour terminer rapidement, ces questions de numérique et de collaboratif, elles traversent beaucoup de problématiques de recherche. On l'a vu avec les posters hier que vous découvrirez tout à l'heure. Le numérique est une question qui est beaucoup interrogée par les recherches les plus récentes, par les jeunes doctorants. C'est aussi une question qui est travaillée dans un programme comme IFRAN, auquel nous participons à l'ESP d'Aquitaine. Et par exemple, le projet auquel nous participons à l'ESP interroge la robotique, les usages des tablettes et les Fab Labs. Et au moins dans la robotique et les Fab Labs, la dimension collaborative est totalement centrale. Et quand on observe ce qui se passe dans les Fab Labs, c'est ça qui est très frappant. Et d'ailleurs les élèves le disent, on a découvert qu'on pouvait travailler ensemble. C'est vraiment une des choses qui les frappe. D'abord, on a découvert qu'on pouvait travailler en autonomie, sont les enseignants, et on a découvert qu'on pouvait travailler ensemble.
dans d'autres projets, et je pense à un projet auquel nous avons participé avec Anne également, l'ANR Translit, on a vu aussi l'importance des dimensions collaboratives et des affiliations entre élèves et enseignants. Et enfin, le dernier exemple que je voulais mobiliser, c'était un petit projet que nous avons mené à l'ESPE sur les médiations des données pour l'éducation, dans lequel là, on voit aussi à quel point la collaboration est essentielle. Donc, pour aller un petit peu plus loin dans ces réflexions sur le numérique et le collaboratif, on vous propose d'écouter 3 points de vue. Le premier sera celui de Maha Aboud-Blanchard, qui va nous présenter l'étude des pratiques des enseignants avec le numérique et les pistes de formation autour de la dimension collaborative. La deuxième intervenante, Anne Cordier, enseignante chercheuse à l'ESPE de Rouen, nous montrera la complexité de l'injonction de collaborer. Et puis, dans un troisième temps, Clément Nussaf nous présentera un exemple de co-design et réfléchira à la façon dont on peut collaborer en construisant des scénarios pédagogiques.